Bonjour et bienvenue à ce webinaire intitulé « Participer à un essai clinique, une option pour moi » que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Je remercie Cancer de l'Ovaire Canada de nous avoir invités à vous présenter ce webinaire qui, nous l'espérons, vous permettra de découvrir et de mieux comprendre la recherche clinique et ce qu'implique la participation à un essai clinique. Je m'appelle Catherine Vessier et travaille comme gestionnaire de projet à la sensibilisation à la recherche clinique pour le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec ou CUCRO. CUCRO est un OSBL fondé en 2008 par des médecins et regroupe dans un réseau les hôpitaux où il se fait de la recherche clinique en oncologie au Québec. L'un de nos objectifs est de sensibiliser les personnes atteintes de cancer et leurs proches à la recherche clinique. La présentation d'aujourd'hui sera divisée en 4 sections. Qu'est-ce qu'un essai clinique? Quel est son rôle, par exemple, dans le développement des médicaments? Ensuite, comment se déroulent les essais cliniques? Nous parlerons des différentes étapes et de leurs objectifs. La troisième partie concernera les conditions de participation, qui peut participer à un essai clinique, les critères d'admissibilité, les questions que doivent et peuvent se poser les participantes, quels sont les mécanismes qui assurent la protection des participantes. Et finalement, où trouver l'information sur les essais cliniques? Cette section comprendra une démonstration de l'outil OncoQuébec qui permet de chercher des essais cliniques disponibles au Québec. Débutons par une introduction générale sur la recherche clinique et le cancer de l'ovaire. Au cours des dernières décennies, la survie après le diagnostic d'un cancer de l'ovaire s'est améliorée significativement. Malheureusement, cette maladie demeure relativement mortelle chez les femmes qui en sont atteintes. Des progrès ont été réalisés grâce à une meilleure compréhension de la maladie et au développement de nouvelles thérapies. C'est la recherche, incluant la recherche clinique, qui a permis ces progrès. Le maintien des efforts et des investissements en recherche et la participation aux essais cliniques sont donc essentiels pour poursuivre le développement de nouvelles options thérapeutiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que les médicaments contre le cancer qui existent aujourd'hui ont été testés dans le cadre d'essais cliniques auprès de patientes atteintes de cancer. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Actuellement, des centaines d'essais cliniques sont en cours dans des hôpitaux partout dans le réseau CUCRO au Québec. Pour le cancer de l'ovaire, au moment d'enregistrer ce webinaire, près d'une trentaine d'essais cliniques recrutent des participantes, majoritairement à Montréal, mais également en région, à Sherbrooke, Québec, Chicoutimi et Rimouski. Mais qu'est-ce qu'un essai clinique? Les essais cliniques, c'est quoi? Alors, ce sont des études menées par des médecins-chercheurs en collaboration avec des patients pour évaluer un traitement expérimental comme un médicament ou une nouvelle technique médicale. On peut aussi entendre parler de protocoles de recherche ou d'études cliniques. Ces termes sont des synonymes. On fait de la recherche clinique pour trouver des traitements plus efficaces, mieux tolérés ou qui viennent combler des besoins thérapeutiques importants. Il est fréquent d'entendre parler d'essais cliniques pour évaluer des médicaments ou des combinaisons de médicaments, par exemple pour la chimiothérapie ou l'immunothérapie. Mais les essais cliniques peuvent aussi étudier comment prévenir l'apparition d'une maladie, comment mieux la diagnostiquer ou comment améliorer la qualité de vie durant une maladie, en s'intéressant au contrôle de la nausée ou à la gestion du sommeil, par exemple.
Dans le cas des essais cliniques sur les médicaments, l'efficacité et la sécurité du traitement expérimental seront évaluées. On veut connaître les effets bénéfiques du traitement, mais aussi ses effets néfastes ou effets secondaires. À noter que la durée des essais cliniques peut être variable. Ça peut aller de quelques jours à plusieurs mois ou même plusieurs années. Comment se déroulent les essais cliniques? Alors, si beaucoup d'essais cliniques concernent le développement de futurs médicaments, un grand nombre d'essais cliniques évaluent des techniques de chirurgie ou de radiothérapie, par exemple. Pour bien comprendre le rôle que jouent les essais cliniques, nous utiliserons l'exemple du développement d'un médicament. Voici les étapes qui mènent à la mise en marché d'un nouveau médicament. La première étape se passe en laboratoire où l'on découvre et on évalue des molécules, c'est-à-dire des produits qui vont avoir une activité, une action sur le corps, qui pourraient devenir des médicaments. Les plus prometteuses vont passer à l'étape de la recherche préclinique. À cette étape, des tests sont effectués chez les animaux. Seulement, les molécules qui donnent des résultats positifs et qui se révèlent sécuritaires chez les animaux passent à la prochaine étape, celle de la recherche clinique, qui veut dire la recherche chez l'humain. La sécurité des participants est la priorité en recherche clinique. La recherche chez l'humain s'effectue en 3 phases. Les phases 1 à 3 qui répondent chacune à des objectifs précis. Nous y reviendrons plus tard. Finalement, lorsque les essais cliniques sont terminés, les résultats sont transmis aux agences réglementaires nationales, par exemple Santé Canada, qui sont responsables de les évaluer et de les approuver ou non. Lorsque le médicament est approuvé, il devient disponible à toute la population. Revenons aux différentes étapes ou phases de l'évaluation clinique d'un médicament. 3 phases distinctes sont nécessaires pour évaluer la sécurité et l'efficacité d'un traitement expérimental. Les essais de phase 1 permettent de répondre à la question « Est-ce que le médicament est sécuritaire ?» En phase 2, on vérifie si le traitement expérimental a l'effet qu'il est censé avoir. Par exemple, si un médicament doit faire baisser la fièvre, on va vérifier chez le participant de l'essai clinique qu'effectivement, le médicament a bien un effet positif pour faire baisser la fièvre. En phase 3, on va comparer le traitement expérimental aux traitements existants s'ils sont disponibles. Sinon, un placebo sera utilisé comme comparateur. C'est le type d'essai clinique qui requiert le plus grand nombre de participants, donc celui auquel une personne est le plus susceptible de participer. Il peut y avoir aussi des essais de phase 4, et ceci se déroule après qu'un traitement a été homologué, c'est-à-dire dont la commercialisation a été approuvée par Santé Canada. Dans un essai randomisé, comme c'est généralement le cas dans les essais de phase 3, on compare des interventions. Ici, un traitement expérimental à un traitement standard. Il est important dans ce type d'essai de s'assurer que les 2 groupes de participants sont comparables au départ, car si à la fin de l'étude, on constate une différence entre les 2 groupes, on pourra présumer que c'est à cause de l'effet du traitement, puisque rien d'autre ne distingue les groupes au départ. La répartition des participants au hasard entre groupes expérimentaux
permet d'obtenir deux groupes comparables au départ, comme vous pouvez le voir sur le schéma à l'écran. Ainsi, dans un essai clinique, certains participants recevront le traitement expérimental et les autres, le traitement standard si existant ou un placebo s'il n'y a pas de traitement standard. En général, ni le médecin ni le participant ne sait quel traitement reçoit le participant, ceci pour éviter de biaiser ou d'influencer les résultats de l'étude. Qui peut participer à un essai clinique? Vouloir participer n'est pas synonyme de pouvoir participer. Pour participer à une étude, une patiente doit répondre à des critères propres et particuliers à l'étude, qu'on appelle les critères d'admissibilité. Par exemple, avoir des organes qui fonctionnent bien, les reins, le cœur, le foie, être assez en forme pour supporter des traitements de chimiothérapie ou d'immunothérapie. Voici comment se déroulent généralement les étapes pour valider si on peut ou non participer à un essai clinique. La plupart du temps, les patientes sont approchées directement par une équipe de recherche. Si la patiente est intéressée par l'essai qui lui est proposé, le processus de consentement s'enclenche. La patiente recevra toute l'information pertinente au sujet de l'essai. Elle aura l'opportunité de poser des questions et de réfléchir au pour et au contre de sa participation. Une fois satisfaite de l'information obtenue, la patiente décidera si elle accepte ou non de participer. Si elle accepte, la première étape de sa participation consiste à passer des tests pour confirmer son admissibilité. En d'autres mots, on va vérifier si la patiente remplit bien toutes les conditions pour participer. Si la réponse est oui, la participation à l'étude peut continuer. Sinon, la patiente devra interrompre sa participation à l'étude immédiatement. Un point important à noter, c'est qu'une fois que votre consentement est donné, vous pouvez vous retirer en tout temps de l'essai et poursuivre à ce moment-là les soins standards que vous auriez reçus normalement. Pourquoi une patiente voudrait-elle participer à un essai clinique? Une possibilité serait de vouloir jouer un rôle actif en s'engageant dans un projet de recherche, ou bien vouloir aider les autres en contribuant à l'évaluation d'un médicament en développement, ou s'il y a lieu, parce qu'aucun traitement standard n'est malheureusement disponible pour sa condition. À l'inverse, plusieurs raisons pourraient inciter une patiente à ne pas participer. La peur d'être un cobaye, les contraintes du protocole, le nombre de rendez-vous, d'examens médicaux qui est plus important que pour le soin standard, ou bien la crainte de ne pas recevoir le traitement expérimental. Comment les participantes sont-elles protégées lors des essais cliniques? La sécurité des participantes est la grande priorité des essais cliniques et plusieurs mécanismes sont en place pour y voir. Premièrement, avant qu'un essai clinique puisse débuter, l'autorisation de Santé Canada et d'au moins un comité d'éthique de la recherche sont nécessaires. Ces autorisations assurent que les participantes sont protégées et que l'étude se déroule conformément aux exigences de la loi. Par ailleurs, les membres des équipes de recherche clinique sont formés adéquatement et ont l'expérience nécessaire pour mener l'essai clinique.
Finalement, si vous acceptez de participer à un essai clinique, vous devrez signer un formulaire d'information et de consentement. La signature de ce formulaire est la preuve écrite que vous avez compris l'essai et que vous acceptez librement d'y participer. Nous ajouterons bientôt une section sur le processus de consentement dans notre site web. Vous pourrez la consulter si vous voulez en apprendre davantage sur ce sujet. Voyons maintenant où trouver de l'information sur les essais cliniques. Si vous désirez vous informer davantage sur la recherche clinique ou obtenir de l'information sur les essais cliniques en cours sur le cancer de l'ovaire, voici quelques informations. Pour obtenir plus d'informations, je vous invite à consulter la page patient du site web de QCRO dont vous voyez l'adresse à l'écran. Nous vous invitons également à entamer une discussion au sujet de la recherche clinique avec votre médecin responsable de votre suivi médical pour votre cancer. Il ou elle connaît tous les éléments de votre parcours de soins actuel et normalement la mieux informée pour identifier d'éventuelles possibilités de participation à un essai clinique. Si vous souhaitez connaître les essais cliniques en cours pour le cancer de l'ovaire, voici quelques références. Pour le Québec, vous pouvez consulter le site web d'Onco-Québec. Il s'agit du site web que notre organisation a développé et qui comprend près de 98% des essais sur le cancer en cours au Québec. Si vous voulez étendre vos recherches, vous avez à l'écran 2 sites web pour le Canada et l'international, c'est-à-dire pour tous les pays où se déroulent des essais cliniques. Pour les personnes qui écoutent le webinaire en différé et qui ne sont pas intéressées à effectuer une recherche sur le site web d'Onco-Québec, je vous invite à avancer la présentation à la prochaine diapositive. Sinon, voici une brève démonstration de comment effectuer une recherche à partir du site web d'Onco-Québec. Voici comment procéder pour effectuer une recherche dans Onco-Québec. À partir d'un moteur de recherche comme Google, vous entrez le nom de notre plateforme Onco-Québec ou bien vous entrez directement le lien www.oncoquebec.com. Une version anglaise et française du site sont disponibles. Actuellement, certaines informations ne sont pas disponibles en français. Il se peut donc que certaines sections dans les résultats de recherche ne soient pas complètes. Nous travaillons actuellement à résoudre cette problématique. Une fois sur la page d'accueil, plusieurs informations et fonctions de recherche sont disponibles. Si nous partons du haut, vous trouvez en haut à gauche une barre de recherche similaire à un moteur de recherche qui utilise des mots-clés. Et à droite, la sélection pour le choix de langue. Une option de connexion à un compte utilisateur est disponible, mais actuellement, cette option ne concerne que certains professionnels de la santé. Au centre de l'écran, en haut, vous avez la possibilité de filtrer vos résultats de recherche. Nous verrons plus tard comment utiliser cette option. Toujours au centre de l'écran, vous voyez les dernières études ajoutées à la plateforme Onco-Québec. Ensuite, une barre de recherche identique à celle située plus haut vous permet de lancer une recherche. Juste en dessous se trouvent différentes statistiques relatives aux études en cours de recrutement au Québec. Si on continue de descendre dans la page d'accueil, 2 séries de filtres vous permettent de faire une recherche directement, soit par site tumoral, c'est-à-dire le type de cancer, soit par centre hospitalier.
pour vous aider à identifier plus facilement le type de cancer, les pictogrammes identifient les régions du corps concernées. Si vous désirez chercher par centre hospitalier, vous sélectionnez Filtrer par centre hospitalier. Une carte du Québec localise les différents hôpitaux où se déroulent les essais cliniques. Ensuite, vous trouverez un bref descriptif pour comprendre comment procéder pour votre recherche. Voici maintenant comment procéder pour faire une recherche. Première possibilité, vous entrez un mot-clé d'intérêt, par exemple, ovaire, et vous cliquez sur Rechercher. Analysons la page de résultats. En haut, vous avez les résultats en lien avec les différents filtres. Vous pouvez cliquer sur Plus de filtres. Ensuite, vous pouvez choisir quel filtre vous intéresse pour raffiner vos résultats de recherche. Vous habitez à Québec. Voici les résultats pour cette ville. Vous pouvez effacer le filtre et revenir aux résultats précédents. La barre bleu pâle vous permet de voir tous les résultats pour chacun des filtres. Regardons maintenant les informations qui sont disponibles pour un essai clinique précis. Vous retrouvez un pictogramme, un acronyme ou le petit nom de l'étude, le titre de l'étude, des informations sur l'étude et les sites ou différents hôpitaux où cette étude recrute des participants. Voyons maintenant une étude en particulier. Vous retrouverez, si disponible, une description en français de l'étude, les critères d'inclusion et d'exclusion. À droite, vous retrouverez des informations techniques sur l'étude, comme le stade de la maladie ou les types de traitement, par exemple. Pour plus d'informations et de détails précis sur cette étude, vous pouvez cliquer sur le rectangle gris qui vous enverra vers le site américain de clinicaltrials.gov. Viennent ensuite les informations et les détails pour situer et contacter les responsables de l'essai clinique. Cliquez sur Contact et vous obtenez les coordonnées de l'équipe et, si requis, l'itinéraire pour vous rendre au centre hospitalier où se déroule l'essai. Une autre possibilité de recherche pour un essai clinique. Vous pouvez filtrer rapidement par site tumoral, par exemple gynécologique, cliquez Plus de filtres, cancer de l'ovaire, et vous obtenez ainsi les résultats de la recherche. Il est possible également de filtrer par centre hospitalier, par exemple Chicoutimi, plus de filtres, cancer de l'ovaire, et vous obtenez ainsi les résultats pour la ville de Chicoutimi. Il est également possible de combiner des mots-clés dans les barres de recherche, comme ici, ovaire et la ville de Sherbrooke, rechercher, et d'obtenir ainsi des résultats pour des mots-clés combinés. Finalement, notez que les études qui ne sont pas encore démarrées
et donc ne recrutent pas encore, mais sont à venir, sont indiqués avec une étiquette globale. Donc, ceci met fin à la démonstration de la recherche d'essais cliniques dans notre plateforme OncoQuébec. Nous espérons que cela vous a été utile. Nous vous avons présenté donc beaucoup d'informations aujourd'hui dans ce webinaire et je pense que ce serait bien de faire un petit résumé pour le contenu de cette présentation. Donc, voici quelques éléments importants à retenir. On a vu que les essais cliniques permettent de trouver de meilleurs traitements. Les essais cliniques en cancer de l'ovaire sont disponibles actuellement dans les villes de Montréal, Québec, Sherbrooke, Chicoutimi et Rimouski. On a également parlé des critères d'admissibilité qui sont nombreux et propres à chaque essai. Et finalement, si vous êtes intéressé à en apprendre davantage, vous pouvez en parler à votre oncologue ou renseignez-vous en ligne sur notre site Internet où vous trouverez beaucoup plus d'informations détaillées sur les différents points dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc, au nom de QCRO, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce webinaire et j'espère qu'il vous sera utile dans votre parcours de soins. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Catherine pour cette présentation bien informative et je vais l'accueillir parmi nous en direct pour la période questions et réponses. Ça sera pas long. Je vais tenter d'activer la vidéo de Catherine. Bonjour Catherine. Oui. On t'entend. Je vais juste essayer de mettre ta vidéo. Bon. C'est bon. Super. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. S'il y a des tous. Oui, donc on va passer à la période de questions et réponses. On a beaucoup de questions de la communauté. Puis, pour ceux qui écoutent de la maison, vous pouvez continuer à soumettre vos questions pendant qu'on en adresse. Donc, utilisez la fonction Q&R en bas de votre écran. Donc, merci encore Catherine de te joindre à nous. Donc, la première question pour toi, comment est-ce que je peux être certaine de l'essai clinique qui est approprié pour moi et s'il y en existait d'autres qui sont plus bénéfiques pour moi? Alors, en fait, le choix d'un essai clinique se fait rarement seul. Donc, c'est généralement un processus que l'on fait avec l'aide de son médecin traitant. Et ce médecin-là, en fait, a toutes les données de notre historique de soins et de notre condition actuelle. C'est-à-dire qu'au moment d'entamer la discussion pour la participation à un essai clinique, c'est que ça arrive à un moment X dans notre parcours de soins. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans un parcours de soins, ça va du diagnostic jusqu'à la toute fin des traitements et même des fois pour la poursuite du parcours de santé après la fin des traitements. Et dans les essais cliniques, vous pouvez avoir des essais cliniques aussi bien du diagnostic jusqu'à la fin. Et si on a déjà eu des traitements, par exemple des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie ou des médications, il se peut en fait que les critères requis pour participer à l'essai clinique en question
font que notre historique nous empêche de participer ou au contraire, qu'il n'y a pas d'embûche pour participer à un essai clinique. Et donc, la décision qui est prise pour participer à l'essai clinique, c'est vraiment au moment de la discussion de regarder en fonction de l'historique, en fonction de l'état de la situation de notre cancer pour nous, on décide avec les critères de recrutement, mais aussi peut-être les bénéfices qu'on anticipe pour la patiente si elle participe à l'essai clinique à ce moment-là. Tout ça, tous ces critères-là vont être pris en compte et on prend la décision qui est la meilleure à ce moment-là. Mais il se pourrait que dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, il y a un nouvel essai clinique qui se présente. Mais en fait, il y en a toujours des nouveaux essais cliniques. L'important, c'est de prendre, c'est souvent le médecin qui a tous les critères avec l'historique et qui va prendre normalement la décision et qui va surtout vous expliquer pourquoi lui estime que votre participation à un essai clinique, c'est la décision optimale dans votre parcours actuel. Donc, en fait, c'est beaucoup une période d'échange et il ne faut pas hésiter justement à questionner son médecin traitant qui propose l'étude pour essayer de bien comprendre justement parce que votre décision, elle est vraiment basée sur le fait que c'est la meilleure décision pour vous et c'est vous qui décidez de participer ou non à un essai clinique. Donc, c'est pas la décision du médecin. Le médecin, il propose, il explique pourquoi lui estime que c'est la meilleure situation dans votre cas, mais après, c'est à vous de prendre la décision. Et si vous estimez que finalement, non, je pense que je suis pas à l'aise ou pour l'instant, l'information que je détiens sur une participation éventuelle fait en sorte que je ne suis pas confortable avec l'idée de participer, à ce moment-là, c'est à vous de décider. Mais voilà, donc c'est beaucoup plus un contexte et des événements aussi de prise de décision dans un parcours de soins. La prochaine question, quel genre de tests et traitements sont utilisés lors d'un essai clinique? Alors ça, c'est intéressant comme question parce qu'on a l'impression que parce que c'est un essai clinique, on va faire des tests ou des analyses très, très différentes d'un soin standard. En fait, la plupart du temps, surtout quand il s'agit d'un médicament, c'est pas tant la différence des tests qui vont avoir lieu, mais en fait, c'est souvent le nombre. C'est-à-dire que, par exemple, comme on doit s'assurer que le médicament est sécuritaire, comme on doit s'assurer que le médicament est efficace, au lieu, par exemple, de faire un prélèvement au début de traitement, puis peut-être une analyse de sang en fin de traitement, vous allez avoir peut-être et fort probablement beaucoup plus d'examens sanguins. Vous allez être beaucoup plus surveillé parce qu'on veut s'assurer effectivement que votre organisme réagit bien aux médicaments, qu'il n'y a pas d'impact au niveau du système nerveux, au système immunitaire, etc., au niveau du sang. Donc, on va réaliser souvent davantage d'examens. Ça peut être des examens également d'imagerie parce qu'on va vouloir mesurer, par exemple, l'évolution de la tumeur ou des métastases s'il y en a. Donc, ça va nécessiter plus d'examens, mais souvent des examens qui vont être similaires à ceux qui existent déjà en soins standards. La seule différence qui peut se produire, parce que nous, on voit, on a les différents types d'essais cliniques qui sont menés au Québec, il y en a beaucoup maintenant en imagerie ou en radiothérapie. Alors évidemment, quand il y a une nouvelle intervention, des fois c'est juste un appareil médical qui est différent, à ce moment-là, l'examen, c'est juste un appareil médical qui va, je pense aux échographies par exemple, là, il y a des échographies qui vont être plus pointues, qui vont permettre de déceler par exemple des tumeurs plus petites, qui vont pouvoir permettre de mieux mesurer une grosseur de tumeur. Donc à ce moment-là, on bénéficie d'une technologie qui est comme plus avancée
et on essaye de voir en fait si elle est vraiment meilleure que celle qui existe actuellement. Et sinon, je vous dirais que globalement, c'est assez similaire pour les tests et les traitements. On en a juste souvent un petit peu plus. Voilà. Un peu dans la même lignée, la prochaine question, est-ce que j'ai besoin d'être en milieu hospitalier pour les traitements? Alors, au même titre que pour un soin standard, quand je parle de soins standards, c'est-à-dire que si vous êtes une patiente qui est arrivée pour être soignée à l'hôpital pour un cancer, vous allez suivre des soins qui sont un petit peu prédéfinis, c'est-à-dire en fonction de votre situation, votre oncologue, il va mettre tout un tas de critères un peu en perspective, puis il va dire, d'après votre situation, on va faire tel traitement à telle étape, à tel moment. Et donc, votre parcours de soins est pas mal organisé. Après, pour ce qui est des essais en tant que tels, pour un médicament, ce qui va être différent, par exemple, je pense à l'immunothérapie, ce qui a beaucoup changé, c'est le fait de pouvoir prendre la médication à la maison. Alors, on pense toujours, par exemple, à la chimiothérapie. Donc, la personne se rend effectivement à l'hôpital pour recevoir ses soins. Mais maintenant, on voit de plus en plus une tendance, alors quand c'est possible, évidemment, quand la médication le demande et le permet, de pouvoir recevoir le traitement à la maison. Alors, ça change quand même beaucoup les choses parce que ça fait comme il faut être un petit peu plus discipliné parce que du fait qu'on est à la maison, c'est pas l'infirmière qui vous suit, puis c'est vous qui êtes un peu en prise automatique de médication. Donc, il faut s'assurer effectivement de bien prendre le médicament à l'heure où c'est prévu et de bien respecter ça. Alors que quand vous allez à l'hôpital pour une chimiothérapie, tout est déjà fixé et puis c'est l'infirmière qui vous prend en charge. Donc oui, effectivement, on peut recevoir des soins, mais c'est vrai aussi dans le cadre d'un soin standard. Donc là, je vais juste donner des exemples où vous pourriez recevoir un traitement à la maison. Et dans les essais cliniques, il y a beaucoup aussi d'essais qui peuvent se dérouler, c'est des questionnaires. Alors à ce moment-là, le questionnaire, vous le remplissez à la maison et puis vous n'avez pas spécialement à vous déplacer pour suivre des examens ou des choses comme ça. Donc voilà, mais c'est plutôt rare. La prochaine question est quel genre d'effets secondaires sont possibles pendant et entre les traitements? Bon, donc la réponse pourra varier selon le cas par cas, mais je ne sais pas si vous pouvez y répondre de façon plus générale. Alors en fait, au niveau des effets secondaires, si vous êtes soit sous le soin standard, soit sous le médicament qui est à l'essai, les effets secondaires peuvent être différents parce qu'en fait, le but de l'essai clinique, c'est justement de déterminer s'il y a des effets secondaires particuliers, différents, supérieurs ou même moindres. Surtout, on essaye de regarder s'ils sont moindres que les traitements standards quand vous recevez le traitement expérimental. Alors, mais le type d'effet secondaire, en fait, souvent, comme je l'ai montré là dans la présentation, c'est qu'on a déjà un historique de ce qui s'est passé. Déjà, chez les animaux de laboratoire, on va avoir fait quand même certaines mesures au niveau du métabolisme de l'animal. On va voir peut-être qu'il y a déjà des effets secondaires. Après ça, le médicament est testé en phase 1. Donc là, c'est une grande précaution qui est prise pour observer justement la tolérance, comment le médicament est dégradé dans le corps, quels effets ça peut avoir. Et toutes ces informations sont transmises, sont inscrites dans le formulaire de consentement. Alors en fait, quand vous arrivez, puis quand vous propose de participer à un protocole de recherche, un essai clinique, vous allez avoir ces effets secondaires qui sont écrits, qui sont déjà connus. Donc on anticipe que possiblement vous allez les rencontrer. Quand vous allez rencontrer des effets secondaires aussi pour le traitement standard, il ne faut pas penser parce qu'on a un traitement standard qu'il n'y a pas d'effets secondaires. C'est juste que ceux-là sont très bien définis, très bien connus,
Mais là, dans votre formulaire de consentement, on va vous expliquer, voilà, c'est possible que vous fassiez de la fièvre, que vous ayez des troubles au niveau gastro-intestinal, etc. Donc là, on va vous présenter ces effets-là, mais ce sont des effets secondaires qu'on a déjà, je vous dirais, circonscrits, qu'on connaît déjà, et il se peut que vous en ayez d'autres effets secondaires. Alors, c'est là que la mesure et l'importance de transmettre en fait tout ce qui se passe que vous jugez anormal quand vous êtes en traitement dans l'essai clinique, ça va être de les rapporter justement à l'infirmière de recherche qui, elle, justement, souvent va vous donner un petit guide ou va vous donner les instructions pour dire, si vous avez des effets secondaires aussi simple soit-il, hein, ça peut être une petite nausée ou de ne pas se sentir bien, de mal dormir, vous devez les rapporter parce qu'en fait, tous ces effets sont compilés et c'est ça qui va permettre ultimement aussi, au-delà de l'efficacité du traitement, d'autoriser, parce qu'il faut toujours comme évaluer pour nous la différence entre effet secondaire et le bénéfice. Donc, de les rapporter, ça va être important, mais les effets secondaires que vous allez, comment dire, subir peut-être ou pas, donc ça, c'est propre aussi à chacun. Si vous êtes dans le groupe contrôle avec le soin standard, c'est ceux qui sont déjà connus, puis ici, fort probablement, ça devrait être des effets secondaires qui ne sont pas si à risque que ça, parce qu'on a déjà un historique de sécurité quand le médicament arrive au niveau de l'essai clinique. Voilà. Parlant des informations que la patiente devrait rapporter, donc la prochaine question demande, est-ce que je devrais vous informer des suppléments alimentaires que je prends, par exemple des vitamines, minéraux, herbes ou huile de poisson? Oui, je suis très contente qu'il y ait cette question-là parce qu'effectivement, c'est extrêmement important, c'est crucial que les patients, les participants en fait, à un essai clinique mentionnent en fait toute, je dirais, thérapie alternative qui peut être utilisée. Parce qu'au même titre que pour un traitement standard d'ailleurs, que vous soyez dans un essai clinique ou pas, l'important c'est de toujours mentionner des médicaments, des thérapies naturelles là, que vous pouvez utiliser. On fait juste penser, par exemple, au pamplemousse. Pour certaines médications, je pense à des gens qui reçoivent des traitements pour le diabète, ils n'ont pas le droit de manger de pamplemousse. Donc, c'est vraiment important. Vous voyez, un aliment aussi simple qu'un agrume peut avoir un impact relativement important sur le métabolisme d'un médicament. Donc, effectivement, c'est pas parce que c'est soi-disant naturel que c'est sans effet. Et donc, quand on mesure des différences assez fines entre le traitement standard et le traitement expérimental, tout ce qui pourrait interférer, c'est important qu'on connaisse effectivement si le patient prend quelque chose d'autre que les médicaments en cours. Merci Catherine. Donc, la prochaine question porte sur la confidentialité. Qui saura que je participe dans un essai clinique? Alors, en fait, la confidentialité, je vous dirais que c'est un point aussi important que la sécurité dans un essai clinique. Alors, il faut savoir que lorsque vos données sont enregistrées pour un essai clinique, elles vont être anonymisées, c'est-à-dire qu'on va vous créer un code de participant et vous devenez un numéro qui va suivre tous vos parcours de soins pour l'essai clinique avec les données, par exemple, vos données cardiaques, votre tumeur, vos imageries, etc. Donc, toutes les données qui sont récoltées sur vous sont associées à un code. Donc, après, à part l'infirmière de recherche qui vous a rencontré et qui sait que vous êtes Madame X associée au code, après ça, plus personne n'est en mesure de savoir que vous êtes Madame X. C'est que vous devenez un numéro, c'est extrêmement important.
Et il y a des systèmes de sécurité qui sont mis en place pour la collecte des données, l'entreposage et l'utilisation future des données qui assurent la confidentialité. Et il faut savoir que les centres de recherche sont audités de manière très stricte et régulière pour s'assurer justement que la confidentialité des données est respectée. C'est un engagement et c'est légal, c'est-à-dire que les personnes peuvent être poursuivies si ce n'est pas respecté. Donc, c'est très, très sérieux. C'est vraiment des lois qui permettent d'assurer cette confidentialité-là tout au long du parcours de soins du patient et même après, pendant des années. C'est-à-dire que les données, là, c'est pendant 25 ans au Canada qu'on les garde et donc, on doit assurer la confidentialité pendant ces 25 années. Voilà. L'autre question, c'est est-ce que je peux communiquer ou échanger avec d'autres participantes de l'essai clinique? Alors, non, parce que comme je l'expliquais, en fait, la randomisation et qui reçoit quel médicament, quel groupe, etc., ben, on veut absolument éviter tous ces biais. Parce qu'à partir du moment où, parce que j'ai vu ça dans des forums où les gens essayent, ah ben moi j'ai tel effet secondaire, oh ben mon médicament c'était une pilule bleue, est-ce que toi aussi c'était une pilule bleue? Les gens essayent de découvrir, ben en fait ils reçoivent l'un ou l'autre et donc partagent des informations comme ça, mais il faut comprendre que quand on entre dans un processus, dans un essai clinique, en fait, c'est pour le bénéfice de la recherche et de la science. Et tout ce qui peut venir nuire, en fait, au résultat, c'est-à-dire que si tout d'un coup, votre perception, c'est que, je sais pas, vous avez le médicament à l'essai ou à l'inverse, et là, votre comportement va changer, ça peut avoir une influence sur les données, sur les résultats. Alors, ce serait important de respecter en fait la confidentialité puis la sécurité qu'on veut donner justement aux participants, ben, de garantir que quand on s'engage effectivement dans un essai clinique, ben, c'est propre à soi puis il ne faut pas essayer de partager de l'information autant que possible. Mais on sait que des fois, ça arrive que les gens veulent essayer d'en savoir un petit peu plus. Un peu en lien avec ta dernière réponse, donc la prochaine question, c'est est-ce que je saurai si j'ai reçu un placebo ou pas après l'essai? Alors, en fait, vous avez le droit de recevoir les résultats de l'étude. Alors, après, souvent bien des années après votre participation, parce qu'il faut penser souvent que de plus en plus, la majorité du temps, les essais cliniques sont menés dans beaucoup, beaucoup d'établissements partout dans le monde. Alors, il y a des études, par exemple, vous allez participer en 2021. Là, je participe en mars 2021. C'est une étude qui a pu commencer il y a 1 an, qui va se poursuivre encore pendant 3 ans. Et donc, à ce moment-là, il va falloir attendre que tous les sites aient terminé de récolter les informations, les données, qu'elles soient sécurisées, qu'elles soient toutes rassemblées. Après ça, ça s'en va aux autorités réglementaires pour évaluation, ça prend du temps, on fait l'analyse et finalement, on donne des résultats. Parce que effectivement, bon, les promoteurs, les compagnies pharmaceutiques vont devoir faire la démonstration effectivement que si le traitement est bon, à ce moment-là, on va le soumettre et puis ça va être approuvé. Puis à ce moment-là, ben, il est possible de commencer à publier les résultats. Les investigateurs peuvent faire également des publications scientifiques. Ce n'est qu'à ce moment-là, bon, vous voyez, c'est très long, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, que les résultats vont être accessibles publiquement. Alors, vous pouvez toujours, si votre équipe de recherche ne vous a pas transmis les résultats, parce que des fois, ils ont comme oublié ou ça fait trop longtemps, vous pouvez contacter-les et demander justement les résultats de l'étude. Et au niveau de la participation, je ne suis pas certaine comment c'est transmis l'information, mais je vais me renseigner auprès d'une de mes collègues là, qui sait un petit peu mieux si vraiment il y a des gens qui veulent savoir placebo ou traitement standard versus traitement expérimental, comment ça se passe, parce qu'il y a des subtilités légales et réglementaires dont je suis moins au fait. Donc ça,
mais au niveau des résultats, c'est certain, le participant a droit de les recevoir. Et c'est une obligation légale, donc la compagnie doit le donner. Voilà. Et l'investigateur aussi doit le remettre. On a 2 dernières questions. On va essayer de les adresser avant la fin du webinaire à 13 h. Oui. Donc, la première, est-ce que tous les oncologues sont bien renseignés sur les essais cliniques ou est-il préférable de vérifier soi-même sur QPROC? Alors, certains oncologues sont très au fait de la recherche clinique qui se déroule au Québec. Là, je pourrais parler d'une manière générale, mais comme là, on est en cancer de l'ovaire, c'est une beaucoup plus petite communauté de médecins spécialistes et ces médecins-là sont généralement très bien informés sur les essais cliniques en cours. Donc, je vous dirais que pour le cancer de l'ovaire, des investigateurs et des oncologues de notre réseau que l'on connaît sont vraiment bien au fait aussi de l'existence parce on vient de créer une communauté de pratique, donc ils connaissent Onco-Québec. Ça va être très facile pour eux d'accéder à l'information. Et normalement, c'est ça, ils connaissent bien les études qui sont en recrutement actuellement, mais aussi celles qui s'en viennent. Donc, normalement, votre médecin devrait connaître et l'outil Onco-Québec et un petit peu tout ce qui se fait là en termes de recherche. Okay. Et une dernière petite question, quelle est la durée d'une étude? Alors, j'en ai parlé un petit peu à un moment donné dans ma présentation. En fait, il y a des études qui peuvent se dérouler sur des années, notamment cancer de l'ovaire, parce que j'ai fait quand même un peu une revue hier, justement, des études qui étaient en cours, puis je voyais effectivement qu'on il y a beaucoup de médications qui sont en essai clinique actuellement pour voir effectivement comme à la fin du traitement pour évaluer la récurrence peut-être d'un cancer. Et donc, comme c'est la récurrence, à ce moment-là, l'étude va être d'autant plus longue et en fait, souvent, ça va suivre la patiente pendant des fois même 20 ans. Donc, ça peut être des études très longues et ça peut être des études très courtes qui peuvent se dérouler des fois sur juste quelques semaines, ou même une journée. C'est un questionnaire. Alors, le questionnaire, évidemment, on va le remplir très vite. Ça peut prendre peut-être 1 heure ou 2. Alors, ça va de 1 heure peut-être pour un questionnaire jusqu'à effectivement des périodes qui peuvent être très, très longues où vous allez être suivi d'une manière un peu récurrente, là, comme ça, tout au cours de votre vie. Donc, c'est très variable. Voilà. Merci Catherine. Donc, on va clôturer la séance pour laisser aux participants un moment pour répondre à l'évaluation en ligne. Donc, à tout le monde qui a participé, je vous encourage fortement à prendre 5 à 10 minutes, peut-être même moins, pour répondre à ce questionnaire. Merci Catherine et merci à tes collègues du QPROC aussi, que je sais qu'ils ont tous collaboré sur le webinaire. Donc, merci, puis à la prochaine. Merci. Alors, je souhaite bonne chance à toutes. Au plaisir de se revoir peut-être pour d'autres webinaires. Au revoir. Salut Catherine. Et pour les participants qui n'étaient pas tout de suite, je vais vous partager le lien de l'évaluation dans la boîte de discussion. Et je vous invite fortement, je vous encourage fortement à le remplir. Ça va beaucoup nous aider pour orienter nos prochains événements. Et merci. Je veux juste vous dire que notre prochain événement virtuel va être en avril. Donc, vous allez recevoir les informations sous peu. Ça va être une rencontre virtuelle de Sœurs Turquoise sur Zoom. Donc, restez à l'affût. Vous allez recevoir tout ça par courriel. Merci. Bonne journée.